L'agilité, on en parle quand il n'y en a pas. Et du coup, tu as fait quelles études? On était un peu dans le haut de la hype. Rappelez ce qu'est Scrum, comme des mini-cycles en V. Et est-ce que tu as vu des projets se planter? Heu, ça peut marcher. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Code and Spaghetti. Aujourd'hui on reçoit avec Damien Nicolas Herardi qui va nous parler d'agilité et ça commence tout de suite. Salut Nico. Salut Damien. Salut Baptiste. Salut. Alors aujourd'hui, c'est toi qui es dans le siège de l'interviewé. La dernière fois, on était dans la position inverse, c'est moi qui ai été interviewé du coup. En effet. Et aujourd'hui, on va parler donc d'agilité. C'est un peu ta spécialité depuis quelques années. Ça me concerne un petit peu, ouais. Ça marche. Et peut-être tu peux nous parler un peu de ton parcours, Bien sûr. comment tu es arrivé sur cette passion. Pas de problème. Moi, ça fait à peu près 3 ans là, que je suis coach agile en fait, chez Capella. Avant ça, j'étais toujours dans le domaine de l'agilité, mais j'étais plutôt consultant en agilité et en innovation. Donc ça, j'ai fait ça pendant 2-3 ans aussi. Avant ça, j'étais dans le domaine de l'IT, j'ai fait de la gestion de projets international dans le domaine du digital et du numérique. Puis avant ça, j'étais dans le domaine des startups. Donc voilà, où j'ai eu aussi l'occasion de bosser avec des startups et aussi de monter ma structure avec des camarades de classe. Et du coup, tu as fait quelles études pour en arriver là? Alors, rien à voir avec l'IT ou les startups. Au début, moi, je suis allé jusqu'en Master 2 en ressources humaines, puisqu'il y avait ce côté humain qui m'intéressait. Malheureusement, comme j'ai fait un peu d'alternance, etc., j'ai vu que ce n'était pas trop cette dimension-là qui était mise en avant dans ce cursus-là, en l'occurrence. Et en fait, dans mon université, il y a un master qui s'est ouvert, un master professionnel qui était management de la technologie et de l'innovation. Donc, j'ai tout simplement candidaté, j'ai été sélectionné, et puis j'ai fait ce master-là qui m'a ouvert pas mal d'axes de réflexion et de pistes après. Tu as fait tes études en France donc. En France et puis un peu à l'étranger avec toujours des petites bribes de parcours à l'étranger, des voyages d'études, etc. Mais je crois que tu as un intérêt particulier pour le Japon d'ailleurs. Aussi, ouais. Ça c'est un autre projet à moi, mais j'ai un peu voyagé et j'ai un peu aussi vécu aux États-Unis. Et c'est vrai que d'ailleurs, un de mes voyages d'études, c'était au Japon et c'était un peu comme ça que j'ai découvert ce pays-là et cette culture et tout ce qui m'a intéressé après. Ça marche. Et tu parlais tout à l'heure que tu as fait un peu de chefferie de projet. En tout cas, tu n'es Ouais. pas arrivé directement en mode Scrum Master. Ah non, moi je suis arrivé par la voie classique, petit consultant dans un gros cabinet. J'étais dans un centre de service, donc vraiment le truc le plus classique que tu puisses avoir. Et puis j'ai fait de la chefferie de projet pour des grands comptes français, enfin des grosses entreprises du CAC 40 françaises, mais qui avaient des projets un peu partout dans le monde. Et donc du coup, on avait chacun un portefeuille de projets à gérer avec une partie du processus à gérer. Ok, ça marche. Et donc, tu es arrivé par la chefferie de projet. Qu'est-ce qui t'a amené sur l'agilité? Ouais. Alors du coup, la chefferie de projet telle que je l'avais pratiquée, elle n'était pas vraiment agile, en tout cas même pas du tout. J'étais dans un environnement très très classique et traditionnel, puisqu'on gérait des portefeuilles de projets en fait pour des grands comptes. Et donc cette approche, encore une fois, elle était assez classique. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que moi, dans mes études, j'avais déjà vu un peu ces approches-là, qui étaient liées à l'innovation, à l'agilité, etc. C'était en quelle année? Ça, c'était en 2017. 2017. 2017, entre 2016 et 2017. Et en fait, je me suis remis un petit peu là-dedans. Je me suis remis à me documenter beaucoup, à aller voir des meet-up, à rencontrer des personnes, à lire des livres là-dessus. Et de fil en aiguille, en fait, à travers le réseau, etc., je me suis un peu refait un réseau et je me suis rendu compte il y avait des entreprises qui étaient un peu spécialisées là-dedans. Et ce qui m'a amené à mon deuxième job, entre guillemets, où c'était vraiment consultant en agilité, en innovation, en fait, parce que j'avais réussi à travers ces lectures-là à montrer un réel intérêt. Et j'ai eu mes premières réelles expériences là-dedans, même si d'une certaine manière, dans le domaine startup, je l'avais déjà pas mal expérimenté, sans le savoir. On ne mettait pas forcément le mot agile derrière, mais voilà. Pourtant, en 2017, je pense qu'on était un peu dans le haut de la hype. Ah oui, ouais, complètement. On était déjà, c'était Complètement. un terme Moi qui j'ai était commencé quand c'était dans le haut de la hype, puisque du coup, je suis même rentré dans des grands comptes où l'agilité, on en parlera peut-être un peu dans le podcast, c'était un peu le buzzword et tout le monde voulait s'y mettre, c'était le mot magique, etc. Du coup, on pourra en parler juste après. Et avant d'aller plus loin, on a une petite tradition, c'est de demander, du coup, c'est quoi ton plat de pâtes préféré? Ouais, parce qu'on est Code Spaghetti. Donc, Moi, j'aime bien mon plat de pâtes préféré, mais je ferai une allégorie par rapport à Code Spaghetti, c'est la carbonara.
Je trouve déjà c'est très très bon, mais c'est surtout, je pense que peu de gens savent vraiment bien la faire. On a une recette un peu classique à crème fraîche, alors que traditionnellement, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, donc pour moi, le plat de pâtes qui m'intéresse et que je trouve délicieux, c'est la carbo. Et toi, t'aimes les pâtes, Baptiste? Ouais. La pizza? Tout ce qui est italien, c'est trop bon. C'est vrai. Ouais, du coup, pour revenir à la hype autour de l'agile, je pense 2017, ouais, on était vraiment, ça faisait On est déjà en plein un petit... dedans. Ouais, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Moi, je l'ai vu et tu le vois même actuellement, l'évolution des choses. Ça a été le buzzword, ça a été vendu, je pense, En fait, il y a eu une perversion par l'usage d'une certaine manière. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu comme une solution de cost killing. Et donc, du coup, ils ont pensé qu'en mettant en place l'agilité, ils pouvaient payer moins d'argent. D'une certaine manière, c'est vrai, mais il ne faut pas réfléchir comme ça à la base. Puisqu'en fait, ce n'est pas une méthode magique comme ça. Et c'est plutôt un mindset qu'une réelle méthode, etc. Et surtout que cette méthode, mais comme souvent quand on veut l'implémenter, on dit comment est-ce qu'on fait ? Et donc on a des frameworks pour ça, on a des méthodes, on a des approches, mais en fait le plus important c'est de le contextualiser. Et malheureusement souvent, mais ça c'est mon expérience, j'ai trouvé qu'on essayait juste de le faire, en fait, de le mettre en place, de forcer un système. Par exemple, Scrum, c'est le plus connu. On a essayé de forcer, il nous faut un PO, il nous faut un Scrum. Le PO, en gros, c'était un chef de projet. Le Scrum, c'était peut-être aussi un chef de projet d'une certaine manière. Et on n'a pas réfléchi à c'est quoi les principes derrière ça, en fait. Ouais. D'ailleurs, j'ai plusieurs questions autour de ça, notamment sur justement le fait que certaines entreprises qui n'avaient pas ce mindset, entre guillemets, agile, ont probablement pensé en mettant en place des outils, ils deviendraient agiles. Mais en fait, c'est ce qui est assez drôle, en fait, à chaque fois, c'est que quand tu es dans une entreprise dans laquelle l'ADN est agile, tu ne mets pas en place ce genre de choses, puisque tu es par définition agile, mais pertinent, innovant, etc. Je citerai une phrase qu'a dit Quentin tout à l'heure, Quentin qui fait partie aussi de l'organisation de Code Spaghetti. Il a dit l'agilité, on en parle quand il n'y en a pas, en fait. Exactement, mais c'est vraiment ça, parce que moi, je continue un petit peu mon travail un peu de prospection, j'essaie de voir ce qui se fait actuellement, etc. Récemment, moi, j'ai participé à un meet-up et ensuite une formation d'un mec qui s'appelle Joe Joskis, qui a bossé chez Tesla, en fait. Mm-hmm. Et donc, lui, il était déjà dans la transformation agile avant, puisqu'il a une expérience dans le passé avec Microsoft, etc. Il s'est fait une renommée là-dedans. Et en fait, il a commencé à faire des masterclass après son expérience chez Tesla, puisque aujourd'hui, Tesla fait partie des entreprises les plus innovantes, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec la vision. Il y a une réalité business qui prouve que c'est quand même une des sociétés qui est assez innovante. Et donc lui, il propose d'analyser un peu ce système-là avec son retour d'expérience, mais il dit à aucun moment dans ce système-là, on parle d'agilité. On parle de mob, on parle d'équipe, mais voilà, encore une fois, parce que les principes mêmes de l'agilité sont vraiment déjà des piliers, des structures mêmes de l'ADN de au cœur de l'entreprise, quoi. Directement. Et ils n'en parlent pas en général. Mais tu as raison, l'agilité, on en parle quand il faut la mettre en place dans des structures qui ont moins l'habitude. Et là, c'est rassurant de dire qu'on va mettre en place de l'agile, qu'on va travailler en Scrum si on est sur un projet de dev, par exemple, ou qu'on conçoit un produit. Est-ce que c'est pas pour aussi rassurer les gens qui vont acheter le produit? C'est très rassurant. Et en fait, il n'y a que ça aujourd'hui, et c'est peut-être aussi la perversion par l'usage, c'est que ce qui marche, ce qui a le mieux marché, c'était les frameworks les plus précis. Safe, par exemple, c'est le plus grand framework d'agilité à l'échelle. Donc, quand on cherche à mettre de l'agilité au-delà d'un simple produit, quand on essaye de le mettre sur un portefeuille de projets, sur un département, sur une entreprise même, Safe propose toute une roadmap, mais on rentre presque à nouveau dans les travers d'une gestion de projet classique, puisque tout est ultra précis, ultra détaillé, ultra défini. Ouais, donc un peu comme en cycle en V au final. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu les travers de Scrum, si c'est mal utilisé, on va dire c'est des mini cycles en V de 15 jours. Exactement. Exactement. Et en fait, moi... Tu peux peut-être rappeler ce qu'est Scrum pour ceux qui... Scrum, en fait, il y a plusieurs frameworks en agilité et je pense que le plus important, c'est de dire qu'on est en approche qu'on fait... du coup, les vrais termes, c'est l'approche agile, qui n'est pas une méthode, qui n'est pas un framework. Et ensuite, on a des frameworks qui ne sont pas des méthodes. Une méthode, c'est encore un peu plus précis. Et le plus connu, c'est Scrum. Il a été inventé dans les années 2000.
Et il a un certain formalisme autour d'un triptyque qui sont des artefacts ou des composants, donc avec un backlog, des user stories, etc. Des rôles, product owner, scrum master, dev team, qui n'est pas juste les développeurs, c'est tous ceux qui participent à la conception du produit ou qui amènent une valeur ajoutée. Et on a des cérémonies ou des réunions en fait, qui sont juste un formalisme de réunion pour un peu structurer ces fameuses itérations, ces sprints qui sont entre 1 et 4 semaines. Et qui sont perçus parfois comme des mini-cycles en V. Oui, mais parce qu'en fait, ça permet juste de structurer, mais le maître mot, en fait, c'est la transparence et l'adaptabilité. Et en Scrum, c'est le cas, hein, ça fait partie des valeurs notamment de Scrum. Et beaucoup de gens, ils pensent qu'on a défini, cette valeur. on a défini, entre guillemets, notre backlog en début de sprint, ce qu'on appelle du coup notre sprint backlog, et il doit être intangible jusqu'à la livraison de ce backlog-là. Logiquement, en général, ça se fait au niveau de la démo, donc en fin d'itération. Et en fait, le maître mot derrière Scrum, c'est non. S'il y a des choses à changer, on en parle avec le PO, on trouve un terrain d'entente. Normalement, il y a une forte relation à ce niveau-là. Mais souvent, tu as raison, en application, on est sur des mini-cycles en V, puisqu'en fait, le client ou autre, qui est souvent sur la partie product owner, pour lui, c'est quelque chose d'intangible, il faut qu'on livre ça, etc., parce qu'on s'est engagé là-dessus, etc. Ouais, parce qu'au moment du lancement du sprint, vu qu'on va déterminer à peu près ce qu'on est capable de produire dans la durée du sprint, en fait, au final, on se retrouve à embarquer des US où il va peut-être manquer des informations et où, en fait, au moment où on va devoir retravailler ça avec le PO, en fait, c'est trop tard, elle est déjà dans le sprint. Ouais. Et d'un point de vue client, alors ça se comprend en ESN, parce qu'on le voit, enfin, moi je l'ai souvent vu dans mon ESN, c'est souvent que, en fait, on n'a pas le temps, quoi. Ouais. On n'a pas le temps de revoir l'US, on n'a pas le temps d'aller voir le client parce qu'on s'est engagé sur des US, on s'est engagé sur du temps, on s'est engagé sur... Tu utilises beaucoup de termes, du coup, peut-être qu'il faudrait définir product owner, US. Ouais, ça. User story, c'est vraiment la plus petite partie qu'on peut trouver sur du code. En gros, ça va définir ce qu'on doit coder. Une partie plus petite, c'est la tâche. Ouais, c'est la tâche, mais moi je m'en sers pas, donc on l'a pas dans nos équipes, donc c'est plus compliqué. Mais nous, c'est user story et c'est la plus petite tâche qu'on peut avoir qui va décrire une fonctionnalité. Et donc product owner, pour revenir sur ce qu'on a expliqué, product owner, normalement, c'est lui le garant de la vision produit. Donc c'est lui qui alimente le backlog, qui est en fait le stock des user stories, qui doit être hiérarchisé par ordre de priorité, mais priorité métier. Donc en gros, si on fait bien notre travail, ou si le PO, mais en général c'est quand même en relation avec les autres acteurs, quelque chose de collégial, celle qui est tout en haut, l'US de tout en haut, est la plus importante, c'est celle qui va apporter le plus de valeur pour l'utilisateur final, et ensuite on descend de manière décroissante. Du coup. Est-ce que tu comprends pourquoi certains développeurs, ou en tout cas un bon pourcentage des développeurs, pensent plutôt souffrir de ces frameworks plutôt que dans les Mais complètement, parce que... Alors, le terme sprint est un peu, c'est un peu révélateur, c'est-à-dire qu'il y a un côté où on en demande beaucoup en peu de temps. Et en fait, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que déjà, je pense que même les concepteurs, ils l'avouent, hein, les concepteurs de ce framework disent que sprint, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix, puisqu'en fait, c'est un marathon, en vrai. Et il y a pas mal de bonnes pratiques, c'est pas forcément dans les frameworks, mais encore une fois, hein, moi, je pense qu'il faut sortir un peu de ces frameworks, il faut les contextualiser aux différents environnements, contextes et équipes. Et il y a des bonnes pratiques qui disent, voilà, on fait un sprint on fait 2-3 sprints, donc 2-3 itérations, et on prend un sprint blanc, entre guillemets, qui nous permet de prendre du recul, faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire de l'innovation, parfois on peut le dédier à faire ça. Il y a des entreprises qui font ça aussi. Ça peut aussi donner un petit air frais, entre guillemets, à tout ça. Mais je perçois totalement que pour certains devs, c'est compliqué. Encore une fois, parce qu'on a essayé de forcer un framework, un modèle, sans peut-être faire un peu de pédagogie, expliquer le pourquoi du comment. Et encore une fois, c'est des bonnes pratiques qui ne sont pas intangibles. Je veux dire, s'il y a un dev qui n'est pas là au daily, ce n'est pas la fin du monde. En général, d'ailleurs, si on lit bien Scrum, on est censé se débrouiller, entre guillemets, même quand tu as un rôle clé qui n'est pas là, puisque la décision est collégiale et elle ne peut pas être remise en compte. C'est la décision de l'équipe. Autre sujet, est-ce que tu penses que l'agilité peut s'appliquer dans toutes les entreprises et dans tous les domaines, dans l'industrie, Non, alors ce qui est sûr, c'est que l'agilité, elle est quand même très intéressante et de plus en plus intéressante. Malheureusement, on a vu la perversion par l'usage,
dans notre contexte qui est de plus en plus changeant. On est dans des contextes et des marchés très concurrentiels où il faut aller très vite, de plus en plus vite, avec beaucoup d'incertitudes, et c'est des frameworks qui s'adaptent mieux à ça que des frameworks rigides. Et par contre, il y a des contextes, si tu construis une centrale nucléaire, non. Il faut être très très rigide, entre guillemets, il faut bien faire les choses, il y a des normes à respecter, on ne va pas innover là-dessus. Et si tu construis un projet digital, ça c'est vraiment développé avec le digital, mais on voit que même des entreprises maintenant comme Tesla, SpaceX, ils le font sur de l'industriel. Sur du hardware. Sur du hardware. Et ça se fait beaucoup maintenant sur du hardware. Ça commence avec le digital, maintenant ça se fait beaucoup avec du hardware. Donc ça dépend des entreprises, mais ça dépend de leur finalité. Si la finalité c'est faire quelque chose de très précis dans un marché non concurrentiel, entre guillemets, il faut rester sur des trucs très classiques. Mais dans pas mal de secteurs, on est dans cette réalité-là déjà, très concurrentielle, changement rapide, etc. Et là, c'est quand même des frameworks qui s'adaptent plus à ça. Mais encore une fois, il faut les contextualiser. Oui, tu allais poser une question, vas-y, c'est cool. Ouais, non, mais en fait, moi, je me demandais si, par exemple, tu vois, on a vécu la période du Covid et tout. Toi, tu dis que tu avais commencé de rentrer dans l'agilité vers 2016-2017, du coup. Est-ce que tu as une différence entre l'agilité avant le Covid et après le Covid avec le télétravail, Clairement. Les gens qui étaient vraiment plus à distance du coup et qui se voyaient moins? Est-ce qu'il y avait vraiment une différence là-dessus? Il y a une différence parce qu'en fait, même moi, j'avais construit un petit peu toute mon expérience sur du présentiel parce qu'on ne se posait pas trop la question à l'époque. On était en présentiel. Et c'est vrai que même moi, je mettais en place des salles agiles chez les clients. On avait vraiment des boards avec on était vraiment à l'ancienne maintenant par rapport à nos paradigmes. C'est vrai que la crise sanitaire a amené un coup de boost là-dessus. Mais on était vraiment tout ça. Donc ça a amené un dynamisme certain, ça a amené beaucoup de transparence. Mais encore une fois, ça dépend des équipes. Alors forcément, après la crise sanitaire, on est passé en full digital. Et il y a plein d'ailleurs de solutions software qui sont sorties là-dessus. Miro, Zoom, etc. Ils ont tous sorti Mural, Klaxoon, ils ont tous sorti des choses là-dessus pour faire du collaboratif à distance. Mais je pense que si tu n'as pas un petit socle où, entre guillemets, les équipes sont déjà assez proches, elles ont déjà vécu des choses ensemble, etc., et tu commences sur du full digital, tu perds un peu de choses. Mais par contre, s'ils viennent de temps en temps, ils se voient un peu en présentiel, mais si le reste du temps, ils sont en distanciel, c'est faisable pour des produits digitaux. Pour du hardware, pas sûr. Ça paraît plus compliqué aussi. C'est matériel. Et est-ce que tu as vu des projets se planter littéralement en agile? Ah oui, quand c'est mal compris. Quand c'est mal compris. Est-ce qu'on sait faire la différence entre si c'est à cause de la méthode ou si c'est juste que le projet avait pas de sens? Alors c'est assez intéressant. Tu as eu des études qui ont montré, en général, c'est une mauvaise compréhension de l'approche. Et c'est un peu des raisons qui sont similaires au change. Il y a eu beaucoup d'études qui ont fait sur le change management, comment est-ce qu'on accompagne une entreprise dans sa transformation, quelle qu'elle soit. Et en fait, c'est une mauvaise compréhension. On n'a pas assez expliqué, on n'a pas fait assez de pédagogie. Et en général, on n'a pas eu un sponsor assez fort. Ce que je voulais dire par là, c'est est-ce qu'il y a des projets produits, par exemple, qui ont été en échec alors qu'ils étaient conçus en agile. Enfin, je veux dire, c'est peut-être même inhérent au paradigme, en fait, de se dire il y a presque un fail fast, entre guillemets, dans le sens où, comme on va vite probablement tester ses utilisateurs, tester son marché, mais en fait, on peut très vite se rendre compte qu'on est en train de se planter et que ça fait partie aussi du paradigme de très vite se rendre compte qu'on est en train de... Ah oui, bien sûr. Moi là où je l'ai vu, là où je l'ai le plus vu, c'était en startup. Clairement, il y a cette notion de pivot avec le Lean Startup, c'est une approche, c'est une méthode. On le voit très vite, en fait, on se met tout de suite en réalité en confrontation par rapport au marché. Et moi, j'ai accompagné plusieurs startups où ils ont fait des pivots, notamment dans le secteur financier et bancaire, où ils ont commencé avec une solution vraiment financière, et puis finalement, ils ont fait une carte de paiement partagée, tu vois. Donc, quelque chose de totalement différent par rapport à leur vision initiale, parce qu'ils se sont mis en confrontation avec le marché, et ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout ça qui était pertinent à ce moment-là. Ouais, mais dans ce que tu es en train de dire, il y a aussi une forme de... C'est un paradigme entier sur tous les décideurs aussi qu'il faut avoir en tête, de se dire
En fait, c'est pas le framework qui va prendre la décision pour soi de faire un Non, pivot. non, C'est vraiment, ça donne un outil pour mesurer si ce qu'on est en train de développer match avec ce qu'attendent les utilisateurs ou le marché en général, et être capable dans sa tête de se dire ok, en fait, ce que je suis en train de faire, ça sert à rien, ou en fait, c'est pas ce qu'attendent les clients. Exactement. Et du coup, je suis capable de prendre une décision et changer. Ouais. Mais ça, c'est pas l'outil qui l'apporte. Il faut quand même avoir ce mindset de se dire je suis capable de lâcher ma croyance. C'est pour ça que je dis que le plus important, c'est le mindset en fait. C'est que c'est une méthode qui amène ce mindset-là, qui facilite la prise de décision dans ce domaine-là. Et encore une fois, je vais sortir de tous les sentiers battus. L'agilité, ce n'est pas une méthode magique, ça ne va pas te donner la solution à tes problèmes. Ça peut marcher, ça peut bien marcher, il faut bien la comprendre et il faut bien l'implémenter. Je pense qu'on touche un peu du doigt un truc important, c'est que probablement que l'agilité, il faut réussir à le dissocier des frameworks et de la manière dont on l'expérimente en entreprise. Finalement, le plus important, c'est l'idée qui se cache derrière. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a une tendance, on le voit aussi aujourd'hui, hein, si tu regardes le marché français, en l'occurrence, sur l'agilité, on parle même maintenant d'accompagner, on ne parle plus d'agilité parce que ça a tellement été perverti par l'usage. Le mot en lui-même. Il y en a, et même nous, d'expérience, on a vu chez certains clients, on est arrivé avec des notions agiles comme MVP, par exemple, Minimum Viable Product, produit minimum viable. Pour eux, c'était synonyme de nul, parce qu'on leur avait vendu ces notions agiles, entre guillemets, on leur avait livré quelque chose qui était en fait mauvais. Et donc pour eux, c'était déjà un exemple de perversion par l'usage. Et on en revient en fait aux bases. Maintenant, on fait beaucoup plus de pédagogie pour dire, mais en fait, l'agilité, l'approche agile, c'est 4 valeurs, 12 principes. Et c'est plutôt ça qu'il faut garder en tête en termes de mindset. Il ne faudrait pas trouver un nouveau nom, du coup. Mais non, mais en plus, moi, je serais pour trouver un nouveau nom, parce que combien de fois j'ai dit « Ah, on est agile ». Mais ça veut dire, on peut tout. En fait, en général, quand les gens qui disent ça, on est agile, c'est on s'adapte à tout. Mais on fait un peu tout et n'importe quoi. On ne respecte plus aucune règle, on ne respecte plus aucun framework. On pioche un peu tout ce qui est bien et on se débrouille. On se débrouille. Ce n'est pas ça l'agilité. Bah non. Il y a une certaine rigueur, et cette rigueur, elle est là pour amener justement ce mindset-là ou forcer ça. Mais si on ne le comprend pas, on ne le conçoit pas, c'est compliqué de l'amener. Est-ce que l'agilité est nécessaire à l'innovation ? Alors, c'est très intéressant. Elle n'est pas forcément... En fait, elle peut l'être, mais encore une fois, ça dépend comment on le met en application. Encore une fois, c'est une méthode qui permet l'innovation, puisque du coup, elle s'adapte mieux à des environnements et des contextes complexes, fortement concurrentiels, où il faut aller vite. Donc, en gros, on le voit dans les schémas, dans la littérature sur l'innovation, etc. On a un peu des cercles concentriques comme ça, et on a des approches, le design thinking, le lean startup et l'agilité. Et au milieu, tu peux retrouver l'innovation si tu mets bien en orchestration, si tu alignes bien, entre guillemets, ces trois notions-là, tu peux retrouver de l'innovation au milieu. Donc, ça peut le faciliter, mais ça ne l'amène pas forcément. Est-ce que pour toi, c'est fini la partie agilité? Tous les frameworks qu'on a pu produire, c'est fini? Ou tu penses qu'il y a encore des choses qui vont naître dans ces domaines des méthodologies qu'on n'a pas vraiment encore peut-être, c'est pas forcément expérimenté, mais peut-être qu'on ne les a pas encore nommés ou diffusés? Il y a peut-être des gens qui ont expérimenté des choses. Je pense que y a quelque chose d'énorme qui va arriver. On voit que ça fait une petite décennie, voire un peu plus, qu'on utilise certains frameworks. On est sur 20-30 ans pour certains. On va avoir un renouveau. On voit qu'il y a déjà une limite qui arrive au niveau de l'industrie. Encore une fois, ça a été un buzzword, ça a été perverti par l'usage. Je vais me répéter à chaque fois, mais c'est un peu la réalité. Et je pense qu'il va y avoir des nouveaux frameworks qui vont arriver, mais je pense qu'il y a autant de frameworks que de contextes. En fait, le maître mot, c'est plus trop dire il y a de nouveaux frameworks magiques. Non, il n'y a pas de magie. C'est juste qu'il va falloir les contextualiser. C'est s'inspirer de l'essence même de ce qu'est l'agilité, de ce qu'est un framework, par exemple, et le contextualiser au maximum pour chaque équipe, en fait. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que des grosses structures vont vouloir rationaliser ces frameworks pour pouvoir comparer des équipes ensemble, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne approche. C'est ce que fait Safe, par exemple. Alors là, tu es sur quelque chose de très rationnel pour tout le monde, mais on perd un petit peu l'essence même de l'innovation et de l'agilité. Après, tu as aussi des entreprises qui créent leur propre méthode, comme Spotify. Oui, mais qui disent de ne pas faire pareil qu'eux. Mais oui, parce que ça marche que pour eux, dans leur contexte à eux. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est que
Moi, j'ai eu une expérience, un moment, pour une grande banque internationale, de mettre en place l'agilité à l'échelle. Et ce que j'ai fait, en fait, en plus, ça faisait un moment que j'étais chez eux, j'avais déjà mis en place de l'agilité sur un projet, sur 2, sur 3. On a dit, bon, on va le mettre sur tout le département. Et en fait, je me suis inspiré de Spotify, je me suis inspiré de Less, qui est un framework d'agilité à l'échelle, et de Safe. Et j'en ai fait un mélange. Alors, j'ai fait des PowerPoint pour expliquer ça au management, etc., la direction de cette banque, etc. Mais j'en ai fait un mélange, en fait. Et je leur ai dit, bah voilà, pour vous rassurer, il y a des frameworks qui existent. Moi, je pense que c'est important de les adapter par rapport à notre contexte. Moi, ça fait un moment que je suis chez vous, je connais un peu le contexte, je connais les équipes, je sais ce qui pourrait mieux, bien ou pas marcher. Et puis, le plus important, c'était d'impliquer les équipes dans la définition de ça. Moi, je les ai impliqués. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Aujourd'hui, sur le projet, on utilise quelque chose qui ressemblait à du Scrum, qui était assez proche du Scrum. Est-ce que pour toi, ça te paraît pertinent de continuer là-dessus? Puisque du coup, si on va à l'échelle, on va rajouter quand même des petites strates de synchronisation. Il faut juste que tout le monde soit au courant de qui fait quoi et quel rôle chaque personne a. Surtout que ça peut rajouter des rôles, ça peut rajouter de la complexité aussi. Et à chaque fois, ça c'est toujours le problème. Dès que dès que tu scales, c'est la difficulté. Et je pense que la plus grosse difficulté, c'est dès que tu scales, ne pas perdre les bonnes valeurs, les bons principes qui amènent l'agilité et l'innovation, qui est en fait des échanges très très naturels entre les personnes, de la confiance, un bon environnement de travail. Tout ça, ça aide énormément dans ces approches-là. Et c'est des choses qui sont parfois un peu compliquées à mettre en place. Et par exemple, quand tu vas dans des grandes entreprises, il y a des passifs qui ne permettent pas ça, par exemple. Où tu as eu, tu sais, pour des raisons X ou Y, un salarié qui a été malmené ou autre et qui n'arrive pas à retrouver la confiance dans l'organisation. Et puis après, si tu veux aller encore un step au-dessus, c'est la vision. Qu'est-ce que tu amènes comme vision? Et les entreprises qui amènent des visions, enfin qui sont les plus innovantes et les plus agiles, en général, embarquent des employés qui partagent leur vision. Comment ça... Tu as dit plein d'infos, mais là, du coup, ça me fait penser à quelque chose qui est peut-être structurant, c'est comment on met un pied dans l'agilité quand on est nouveau, même si on n'est pas forcément nouveau dans le domaine. On peut être un ancien, enfin un vieux chef d'entreprise, mais vouloir se transformer un peu, ou être tout nouveau, vouloir se transformer, ou alors quelqu'un qui aurait déjà un passif compliqué avec le mot agilité et qui aimerait se tenir à jour des nouveautés. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers pour faire de la veille? Comment tu te tiens à jour sur ce qui se passe dans le monde autour de... Tu m'appelles. Non, mais blague à part. Peut-être. Non, mais ça peut être... Donner ton adresse mail. Ça peut être déjà une possibilité. Il y a pas mal... il y a énormément de littérature. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si tu veux lire, tu as à peu près une dizaine de milliers de bouquins qui sont proches de l'innovation, l'agilité, etc. Mais ça peut être intéressant déjà de se former un petit peu, de lire. Il y a de très bons articles, il y a des blogs qui sont très bons là-dessus. On pourra mettre les liens dans la description de la vidéo d'ailleurs, ça peut être intéressant pour certaines personnes. S'inscrire à notre newsletter aussi. Et s'inscrire à notre newsletter, forcément, ça c'est peut-être le plus important. Mais donc oui, il y a des endroits pour se renseigner, des articles, et il y a des meet-up, et c'est peut-être aussi intéressant d'aller dans ces événements-là. Vous allez sur la plateforme Meetup, vous mettez des mots en lien avec l'innovation, l'agilité, product owner, tout ça, et vous verrez plein de meet-up en général, que ce soit à Paris ou aussi, je sais qu'à Lille, il y a une petite communauté là-bas. Il y a des grands événements agiles qui arrivent une fois par an aussi. Donc ça peut être aussi intéressant de regarder. Et puis maintenant, on a aussi des vidéos YouTube qui commencent à arriver. Il y a Scrum Life, c'est un site aussi qui essaye de débunker un peu des idées reçues sur Scrum. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des choses sur TikTok? Il n'y a aucun, je pense. Non, on n'est pas très bon là-dessus. Les agilistes, il y a peut-être une place à se faire sur TikTok. Non, mais je pense comme beaucoup de choses, il y a énormément de choses sur LinkedIn. Et là, il y a de quoi trier, je pense aussi sur LinkedIn, pas mal de choses. Ça reste des méthodes. Ça reste Internet, quoi. Donc tu as du bon et du très mauvais. Je pense que... Alors, il y en a sur TikTok un peu de code, mais il n'y en a pas énormément. Tu vois, bonjour, je vais vous proposer ce cas-là sur TikTok. Ça commence à arriver. Oui, ça commence à arriver, mais c'est pas encore... Du dev, si, t'en as énormément. Moi qui traîne un peu souvent sur Insta. Non, sur Insta. Je parle de TikTok, là. Ouais, mais TikTok, c'est de la vidéo. Ouais. C'est plus compliqué à mettre en place. Ah oui, non, mais... Et donc, pour l'instant, en tout cas, pas trop sur ces plateformes-là.
Clairement, LinkedIn énormément. Mm. Et puis, il y a énormément de blogs qui se sont faits. Il y a quelques petites chaînes YouTube aussi. Ça commence timidement. Ouais, le risque, c'est que l'agilité soit vue comme un truc d'ancien et que du coup, les nouveaux arrivent et se disent on va révolutionner. Mais encore une fois, je suis pas sûr que garder le terme agile soit pertinent, puisqu'on a vu tout le bagage que ça traîne derrière, la manière dont ça a été utilisé et implémenté. Et puis, tu vois, à la base, c'est agility, ça vient de l'anglais. Nous, on a traduit ça en agile, on peut, pourquoi pas. Mais nous, ça veut dire flexible d'un point de vue articulaire presque, etc. Donc ça véhicule déjà une idée qui n'est pas forcément celle de base. Et moi, encore une fois, je parlerais plutôt aujourd'hui d'accompagnement, en fait. D'accompagnement, vous voulez aller, entre guillemets, innover et produire ce que vous voulez produire dans l'environnement actuel, dans le contexte actuel. On peut vous accompagner avec des bonnes pratiques. Si vous voulez qu'on parle d'agile, on parle d'agile, mais on n'est pas obligé d'en parler, quoi. Ça marche. Il y a un truc assez courant chez les développeurs. Il y a pas mal de devs qui finissent par vouloir passer un peu sur la partie gestion de projet, notamment devenir Scrum Master, par exemple. Ce n'est pas vraiment de la gestion de projet, mais en tout cas, c'est de la gestion, façon de parler d'équipe. Qu'est-ce que tu conseillerais à un développeur là, qui aimerait se transformer un peu, faire autre chose que faire du développement et devenir soit PO par exemple, soit Scrum Master? Comment il peut commencer? C'est vraiment déjà prendre son expérience et comprendre pourquoi est-ce qu'il veut aller là-dedans. Est-ce que c'est la technique qui le saoule un petit peu? Est-ce qu'il veut aller vers quelque chose un petit peu plus large en termes de vision? Pourquoi est-ce qu'il veut faire? Il faut toujours se poser la question du pourquoi. Et ensuite, il peut se renseigner. Alors pareil, on va mettre les bons liens en bas dans la description pour les bons endroits, les bons blogs, les bonnes chaînes YouTube à aller vérifier. Donc, moi, je pense commencer là-dedans. Et puis, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de gens qui ont fait ça. Il y a énormément maintenant, et même de gens bien établis dans l'industrie aujourd'hui, qui ont commencé dev et qui sont passés sur du PO, du Scrum ou du coaching agile après. Parce que les devs sont bons, c'est pour ça? Mais oui, clairement. Non, mais je pense qu'il y a un réel avantage. C'est qu'il y a en général, quand ils font ça, c'est qu'il y a du concret, il y a une expérience, il y a de l'empirisme derrière sur l'implémentation de ces approches, puisqu'en général, quand on fait du dev en équipe, on est sur ces approches-là. Donc, il y a quelque chose de pertinent là-dessus. Et je pense qu'il y a un réel intérêt parce que moi, je sais, quand je bosse sur des équipes, avec des devs, etc., il y a une réelle implication. On veut vraiment faire du travail de qualité. Et si on utilise bien des approches agiles ou des frameworks comme Scrum, ça donne la marge de manœuvre pour les devs à vraiment s'impliquer. Ils ne sont pas une case où voilà, on a fait le cahier des charges, voilà le dev, tu fais ça et tu nous livres ce que tu peux et on sera de toute façon pas content parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut. C'est ça. Et encore une petite question pour les gens, pour le futur, on va dire. Les gens qui sortent d'école, alors peut-être quelles études on peut faire pour optimiser les gens qui aimeraient vraiment, qui sont un peu passionnés de méthodologie, ou en tout cas qui aimeraient aller dans cette voie-là, quelles études tu conseillerais, quel job en sortie? Je ne sais pas s'il y a des études qui donnent ça tout de suite. Tu peux faire des business schools. Moi, personnellement, je vais être totalement transparent. Mon parcours, c'était un master, comme j'ai dit, spécialisé. C'était à l'Université Dauphine, donc innovation, management de la technologie et de l'innovation, pour être précis, qui était en partenariat avec d'autres institutions comme l'École des Mines Paris Tech, l'ENS et l'INSTN. En tout cas, moi, ça m'a donné une perspective parce qu'on voyait de l'innovation au sens large, qu'elle soit managériale ou de l'innovation produit. Donc ça m'a apporté beaucoup à ce niveau-là. Ça m'a donné un spectre de vision très large sur l'innovation, les approches, le côté assez théorique de la chose, mais en tout cas, c'était enrichissant. Mais il y a aussi, on l'avait vu, on avait fait un meet-up ensemble dans une organisation qui s'appelle Le Wagon. Eux, ils font des petites formations, du coup, soit des parcours, soit des petites formations, soit des formations du soir, etc., pour former des gens au métier du digitaux. Et nous, on avait rencontré, en tout cas pour ce meet-up, une nana qui avait été PO en fait, chez Doctolib, qui, à travers cette formation, avait réussi à décrocher ce type de poste. Donc, ça peut être aussi pertinent de faire ce type de formation pour arriver à des postes de product owner, par exemple, ou de Scrum Master, et du coaching agile. Je pense que ça demande un peu d'expérience quand même dans ce domaine-là, avant d'arriver sur du coaching agile.
Est-ce que le coaching agile, ça, c'est pas aussi, il faut voir un peu tous les modes d'entreprise différents, genre start-up, grosse Il entreprise. y a de tout. Il y a Mm. le coaching agile, c'est très vaste, mais il y a de tout. Moi, j'ai fait un peu de product owner, j'ai fait du Scrum Master, j'ai été dans des équipes, j'ai fait de la chefferie de projet Ouais, classique, ok. tout ça, machin. Et j'ai vu beaucoup d'organisations, ça c'est sûr, qu'elles soient d'ailleurs en France ou à l'international, des gros comptes, des plus petites entreprises, des PME, des startups très petites, etc. Donc c'est vrai que Ok. ça donne Ouais, c'est un un champ gros très large, mais périmètre. ça c'est après plusieurs années d'expérience, presque 10 ans d'expérience, qu'on peut se prétendre peut-être avoir vu un petit panel intéressant. Mais avant ça, ouais, le très intéressant, même bosser dans des startups, ça peut être vachement intéressant, dans des Et incubateurs. tu penses que dès la sortie de tes études, tu peux être product owner ou Scrum Ouais. Master? Tu peux directement commencer là-dessus? Il faut être accompagné, Ouais, comme souvent. junior, Tu vas pas tout de suite devenir dev ou lead dev directement. En général, tu t'es fait les dents sur un projet ou quelque chose comme ça, mais ça peut s'acquérir assez rapidement. Ouais. Et est-ce que c'est bien payé, un Scrum Master ou un Product Owner? Ça peut être, ça dépend encore des organisations. Ça peut être très bien payé. Ça dépend comment tu travailles. Ça dépend avec qui tu travailles. Moi, mon format, il a été principalement en tant que consultant. Donc, on est sur les mêmes fourchettes qu'un consultant en général. Mais oui, en général, ça reste des professions qui sont assez bien payées. Tu as une idée d'une fourchette de salaire en sortie d'école, si tu arrives à être Sortie Scrum d'école, Master, PO? ça commence entre, je dirais, entre 40 et ça va jusqu'à les 35, jusqu'à, en sortie, ça peut monter à 50 peut-être. Ouais. Et puis après, bien sûr, c'est exponentiel avec l'expérience, etc. Moi, pour donner un ordre d'idée sur du coaching agile avec un peu d'expérience, ça commence à 60 et ça va jusqu'à 85-90. Oui, en fonction de ton expérience, des Exactement. boîtes dans lesquelles tu es passé, etc. Exactement. J'imagine. Ça marche. Bah, merci Nico. Bah de rien. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Ah ouais, c'était un plaisir, c'était cool. Merci C'est vraiment pour ton cool. temps. On a appris pas mal de choses. Top, nickel. Je vais devenir Scrum Master. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce contenu t'a plu. Et si tu veux t'abonner, c'est juste en dessous. Et sinon, on est aussi disponible sur toutes les plateformes en podcast. Et sur ce, à la prochaine.